Bien, merci d'être venus nombreux dans cet bel amphithéâtre de l'université. Alors, le revenu universel, une solution universelle. Le revenu universel, c'est un sujet qui est fort peu présent dans le débat public, qu'il a été très vaguement, à un moment donné, à l'occasion d'une pré-campagne présidentielle en France, mais qui est un sujet débattu depuis très longtemps par les économistes et dans la tradition économique. Et donc, on a réuni pour cette table ronde un certain nombre de, à la fois spécialistes universitaires et aussi militants sur ce sujet. Et donc, on va commencer, je crois, par Sylvie Charlot, qui va vous présenter l'ensemble du débat, les termes du débat. Exactement. Si j'ai bien compris. Oui. Vous direz vos qualités respectives les uns après les autres. Puis, il y aura ensuite, je crois, Philippe Van Parijs, enfin, dans l'ordre, je ne sais pas forcément dans l'ordre, mais dans l'ordre de la table qui est ici. Philippe Van Parijs, qui est auteur de nombreux livres sur le sujet et qui a été un des, est-ce qu'on peut dire, un des inspirateurs de ce sujet pour l'Europe et qui a beaucoup milité aussi pour le revenu de base. Guillaume Allègre, qui a plutôt écrit sur la pauvreté à travers cet ouvrage récemment paru sur comment payer les pauvres. Comment verser l'argent. Comment verser l'argent aux pauvres. Comment verser l'argent aux pauvres. Et enfin, Télémaque Masson, qui est docteur à l'EHESS, c'est ça? Doctorant. Bientôt voilà, docteur. Et qui appartient au mouvement pour un revenu de base, c'est ça. Donc qui est à la fois une approche de chercheurs et de militants sur le sujet. Mais on va tout de suite présenter le sujet parce qu'il est assez peu connu dans le public. Il est assez peu présenté dans les médias et pas du tout dans le débat politique actuel en tout cas, alors qu'il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites par le passé dans différents pays. Et voilà, c'est ça qu'on va évoquer. Et ensuite, on reviendra bien sûr pour un débat entre les intervenants et surtout avec la salle. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vraiment poser effectivement les termes du débat et puis presque de manière assez simpliste et presque naïve, en soulevant les questions un peu évidentes que tout le monde se pose par rapport à cette notion de revenu universel. On l'appelle aussi revenu de base parce qu'il est effectivement vu comme un revenu socle sur lequel tous les autres revenus peuvent s'empiler et auxquels ils ne se substituent pas. Donc c'est vraiment une vision très utopique de ce que devrait être l'assistance et l'assistance publique au sens collectif pour avoir accès à un ensemble de biens et de services pour que l'ensemble d'une communauté ait accès aux biens primaires, on va dire. Et donc, comme l'a dit Antoine, c'est à la fois très peu débattu, très peu connu, et à la fois très ancien et réfléchi, pensé, argumenté par un certain nombre de philosophes, économistes, politistes, etc. Donc, c'est vraiment une vision utopique, un concept très utopique, ou qui peut le paraître tel. Donc, je vais introduire mon propos en citant Victor Hugo qui dit que l'utopie est la vérité de demain. Donc, pour revenir sur cette définition précise de ce que c'est que le revenu universel, de la vision utopique, c'est un revenu régulier, payé en espèces à chaque membre d'une société, indépendamment de ses autres sources de revenus et dont le versement est inconditionnel, n'est soumis à aucune condition. D'accord ? Donc en espèces parce que c'est une vision qui, je pense, va être débattue en espèces pour pouvoir laisser la liberté à chaque personne de pouvoir
dépenser, utiliser, décider de quels sont ses besoins primaires et que faire de ce revenu. D'accord ? Donc c'est une liberté, c'est laisser cette liberté-là à toutes les personnes de choisir ce dont elles ont besoin et ce qui leur est nécessaire. Et puis en espèces aussi parce que ça évite tout ce qui est démarche pour avoir accès, enfin produire les biens publics, produire les biens de logement, etc. En face, ça évite aussi cette question-là de comment on fait pour subvenir à ses besoins primaires si ce n'est pas en espèces. D'accord ? Oui. OK. Alors, il y a 3 caractéristiques fondamentales du revenu universel qu'il doit être individuel, universel, donc qui doit bénéficier à tous, sans exception, et libre d'obligation. Donc je vais revenir rapidement sur ces 3 caractéristiques du revenu universel et pourquoi elles sont importantes. Elles sont toutes importantes et qu'est-ce qu'elles évitent ou qu'est-ce qu'elles permettent. Alors, la première, c'est individuelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du ménage, des revenus du ménage, de la structure du foyer auquel on appartient ou auquel on n'appartient pas. Donc là, une fois de plus, l'esprit qu'il y a derrière, c'est que chacun, individuellement, en dehors des revenus de son conjoint, par exemple pour les femmes, ou en dehors des revenus des parents pour les jeunes, doit pouvoir décider de ce qu'il fait de ce revenu et doit pouvoir bénéficier de cette liberté de choix. D'accord ? Donc il peut, à la fois, chaque personne doit pouvoir former un foyer sans qu'il y ait dégressivité de ça, et en même temps pouvoir quitter un foyer sans avoir de perte de revenus, ce revenu socle. D'accord ? Ça, c'est la première caractéristique importante. La deuxième, c'est ce qu'on appelle, enfin, on peut l'appeler autrement, mais universel, c'est-à-dire sans aucune condition de revenu ou de ressources. Mais ça marche aussi pour les riches, c'est-à-dire qu'on la donne aussi aux riches. Et il y a un argument fort par rapport à ça, c'est qu'on la donne donc aux riches comme aux pauvres. Évidemment, l'objectif d'un tel revenu, c'est d'assurer un revenu de base pour tout le monde, donc de lutter contre la pauvreté et de bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin et pas aux riches en priorité. Mais le fait de le donner de manière universelle à tout le monde, ça évite toutes les démarches. Ça évite, une fois de plus, et la recherche d'infos sur est-ce que j'ai droit à ce revenu ou pas. Et puis, évidemment, ça évite tout ce qui est les démarches administratives de contrôle sur les conditions de revenus éventuelles qui empêcheraient de verser ce revenu. Alors, l'avantage principal de cette condition-là, et pourquoi il faut envisager de le donner à tout le monde, c'est d'éviter la stigmatisation des gens qui en ont vraiment besoin, les plus pauvres. Et donc, au-delà de faire les démarches et de devoir faire les démarches. D'accord ? Donc, cette universalité-là, elle garantit que tous ceux qui en ont besoin y ont accès et ne sont pas stigmatisés et ne perdent pas un temps fou en termes de prouver qu'ils en ont besoin. Et de l'autre côté, ça évite effectivement des coûts administratifs. Bon, ça ne veut pas dire que le montant doit être uniforme. Il peut être un peu moins élevé pour les mineurs. Il peut être un peu plus élevé dans certaines zones où le coût de la vie est plus élevé, etc. Mais alors, ce qui va aller avec cette condition d'universalité, c'est le mode de financement, évidemment. C'est-à-dire que si je vais revenir dessus à la fin, mais ce qu'on préconise, c'est un financement par un impôt sur le revenu, les revenus, très progressif, en envisageant d'avoir effectivement une taxe, un impôt sur le revenu qui est nul pour la première tranche, pour les plus pauvres, et en particulier sur ceux qui gagnent exclusivement le montant de ce revenu universel.
D'accord ? Je vais revenir là-dessus. Mais il faut évidemment le voir comme une redistribution entre les riches et les pauvres. Et ce n'est pas parce que les riches en bénéficient qu'ils ne vont pas finalement le reverser complètement sous forme d'imposition à la fin. D'accord ? La troisième caractéristique, c'est qu'il doit être libre d'obligation, d'accord ? Sans condition. Donc, en particulier, aucune obligation de travailler, de montrer qu'on cherche à travailler, de volonté de travailler ou d'étudier. D'accord ? Donc on pense ici en particulier aux jeunes et à ce que la liberté que ça pourrait leur donner d'avoir accès à des formations sans dépendre des ressources des parents. Donc, le point sur l'absence d'obligation, il est aussi compliqué à admettre et à comprendre, mais le point principal que ça évite, c'est ce qu'on appelle les trappes à chômage ou inactivité, c'est-à-dire que si vous mettez un revenu sous condition de devoir chercher du travail ou de montrer que vous cherchez du travail, vous devez effectivement, vous prenez le risque que les personnes qui sont en recherche d'emploi n'acceptent pas des emplois précaires ou risqués ou qui leur feraient perdre ce revenu de base et qui, au final, perdraient, donc qui préfèrent rester au chômage plutôt que d'accepter des emplois précaires, peu payés, etc. Et sans cette absence d'obligation, si on ne met en place que l'universalité, on prend le risque en fait que ce revenu soit sous condition, soit une subvention aux employeurs qui embauchent les travailleurs au plus bas salaire, puisqu'ils peuvent être poussés effectivement à diminuer les salaires qu'ils vont offrir pour des emplois dégradants, etc. D'accord ? Donc la liberté d'obligation est effectivement la troisième caractéristique très importante. Alors je vais aller rapidement sur donc la question du financement. Il faut vraiment voir ce revenu universel comme un transfert effectivement des gens des riches vers les pauvres, pour aller simple. Et donc la question du financement, ça veut dire que en parallèle de cette universalité, il faut absolument avoir en face une fiscalité sur les revenus qui permettent de finalement financer ces revenus assurés aux plus pauvres en mettant évidemment tout ce qui est progressivité, etc. sur le financement, enfin pour permettre le financement et ne voir le revenu universel pas comme une dépense, mais comme un phénomène de transfert via ce système d'imposition. Bien, merci pour ces grandes lignes. Alors c'est vrai que dans ce qui a été dit, il y a plein de choses qui paraissent contre-intuitives ou contraires au bon sens, le fameux bon sens. Quand même, donner de l'argent à des riches, donner de l'argent à tout le monde, ça coûte cher, non ? Enfin bon, bref. Voilà, donc il y a un tas de questions qui ont été posées dès le départ, quand ces idées-là ont été émises, et ces idées-là remontent fort longtemps, puisque déjà Thomas Paine, au XVIIIe siècle, révolutionnaire américain, puis français d'ailleurs, avait proposé quelque chose de similaire. Vous nous expliquerez les grandes différences qu'il y a entre toutes les nuances de la présentation de ce que c'est que le revenu de base, mais en tout cas cette idée-là est vraiment présente dans le débat entre économistes et entre politistes. Il y a eu des expériences menées il y a très longtemps. Mais à chaque fois, les mêmes questions ont été posées, celles que justement on vient d'évoquer sur les questions de bon sens. Voilà. Ça ne va pas encourager la paresse. Voilà. Donc il y a toute une série d'arguments qui ont été opposés à ça et qui font en grande partie que le débat n'a pas vraiment émergé d'ailleurs dans le débat public. Bon, ça on en reparlera. Et Télémaque justement de revenir sur ces différents critiques de bon sens, on va dire, pour essayer de les contourner, de les expliquer, de les démonter.
Alors non, je ne vais pas faire ça, malheureusement, mais on peut revenir peut-être dans la conversation. Mais c'est vrai qu'en fait, je ne vais pas faire ça parce que j'ai une position assez particulière en fait dans ce panel, qui est que je suis d'une part le plus jeune, mais surtout de loin le moins diplômé de cet illustre panel à mes côtés. Et j'ai été invité en fait d'abord en remplaçant d'une intervenante politique en tant que militant politique associatif. Du coup, je m'occupe du programme de soutien à la recherche du mouvement français pour un revenu de base. Et en fait, en étant invité d'abord comme militant, j'ai cette particularité supplémentaire qu'en fait, je suis la personne qui a le discours le plus théorique à vous faire passer sur le sujet. Et donc on peut revenir sur les aspects contrefactuels et sur le débat ensuite, mais je vais peut-être essayer d'abord de vous passer ce point théorique pour laisser plus de temps aux autres intervenantes. Alors déjà, peut-être un mot, donc, en tant que responsable d'encouragement, du programme d'encouragement à la recherche du mouvement français pour un revenu de base, j'ai deux sortes de pages de pub à faire passer dans ce moment-là. Le premier, c'est qu'on vient de lancer cette année une semaine internationale des études sur le revenu de base qu'on veut organiser chaque année, qu'on a organisé donc, en octobre dernier là, et qu'on va organiser chaque année entre le 10 octobre qui est la journée mondiale pour la santé mentale et le 17 octobre qui est la journée mondiale pour l'éradication de la misère, et où on souhaite organiser à chacun, il y a plusieurs autres journées mondiales de l'ONU entre ces deux jours, et on souhaite organiser des événements pour attirer l'attention sur comment des politiques de revenus inconditionnels pourraient contribuer par exemple, aux questions de santé mentale, ou étudier les relations entre santé mentale et garantie des moyens d'existence, ou alors à comment le revenu inconditionnel peut contribuer à éradiquer la misère. Par ailleurs, donc si vous envisagez de faire une thèse, si vous êtes en train d'en faire une, si vous venez d'en faire une, nous, on a un réseau, on est en train de monter un réseau international de jeunes chercheurs et chercheuses sur le sujet. Et donc écrivez-nous à recherche@revenudebase.info, ça nous intéresse de faire des choses avec nous. Alors, après les pages de pub, ce pourquoi... Moi, ça fait plus de 10 ans que je milite pour la question du revenu inconditionnel, et en fait, à force de militer là-dessus, j'ai fini par être en train de faire une thèse sur qu'est-ce que c'est qu'un revenu inconditionnel. Alors, Sylvie nous a très bien introduit l'idée, les grands principes. On parle de donner de l'argent aux gens. Mais en fait, moi, le truc que j'ai à vous faire passer, c'est que c'est pas si clair que ça, en fait. Et qu'en fait, pour éviter de vous noyer dans le débat, je vais vous poser, moi, ma conclusion à laquelle j'ai abouti, qui est qu'en fait, l'idée de revenu de base inconditionnel, elle a deux sens. Elle a un sens, disons, on va dire étroit, qui est du revenu de base comme un outil technique, qui est celui que nous a détaillé Sylvie, du fait de donner de l'argent sans condition, qui est donc un outil à une communauté. Vous déterminez un groupe et vous leur donnez de l'argent, la même somme à tout le monde, sans condition. Voilà. Ça, c'est un outil intéressant, mais en fait, ce n'est pas ce pourquoi on se bat, nous, le mouvement pour un revenu inconditionnel. Parce qu'en fait, les militants pour un revenu inconditionnel, la plupart d'entre eux ne sont pas intéressés à donner, par exemple, des centimes d'une façon théoriquement intéressante. Si vous me dites que la définition du réseau mondial, elle ne parle pas de montant, elle ne parle pas d'effet. Donc, techniquement, il existe un tas de dispositifs comme celui-ci qui existent déjà. Et ce n'est pas ce pourquoi on se bat, en fait. À côté de ce sens étroit qui est très intéressant et sur lequel à la fois Guillaume et Philippe vont revenir dans leurs interventions, il y a un autre sens à la notion de revenu inconditionnel qui est l'idée d'un idéal, l'idéal derrière le revenu inconditionnel, qui est vraiment ce qui anime le mouvement pour un revenu de base inconditionnel en France et à travers le monde, et qui est l'idéal de la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'existence sur une base individuelle. Donc, Sylvie vous a donné ces trois critères fondamentaux, individuel, inconditionnel, universel. L'idée, c'est que l'essentiel du débat sur le revenu de base inconditionnel, c'est un débat sur ça. Est-ce que, en tant que société, on peut se mettre d'accord sur le fait de garantir inconditionnellement les moyens d'existence? Et ensuite, est-ce qu'on le fait en donnant des moyens en nature ou du cash? Pour les militants pour un revenu inconditionnel, cette discussion-là, dont Guillaume est un grand expert en tant qu'économiste, ne nous intéresse que d'un point de vue des moyens les plus efficaces. Mais ce que je tenais à amener, c'est ça. C'est le revenu de base inconditionnel, c'est d'abord un idéal et l'idée d'un objectif de politique publique. Nous voulons que nous nous battons pour que les moyens matériels d'existence de tout le monde soient garantis de façon inconditionnelle.
Ensuite, voilà, donc ça c'était le premier point. Et donc là-dedans, pour ne pas être trop long, puisque j'ai déjà, voilà, ce que je tenais à faire entendre avant que Guillaume et Philippe nous fassent part des débats sur voilà, l'outil de revenu inconditionnel en tant qu'outil, donc comment verser de l'argent aux pauvres, les différentes façons que ça peut prendre. Et Philippe va nous parler des dernières expérimentations là-dessus, puisque vous savez qu'il y a énormément le débat a fait énormément de progrès sur cette question des transferts en argent. Je voulais évoquer un tas d'autres propositions, puisque Jean Vachon a évoqué le fait que la proposition était assez peu présente dans le débat public, mais en fait, elle est assez peu présente en tant que l'outil est relativement peu présent dans le débat public. Mais en fait, il me semble qu'il y a un certain nombre d'autres propositions qui effectivement sont relativement sous la surface, mais dont on entend parler de temps en temps, des choses comme la sécurité, les discussions peut-être dont vous avez peut-être entendu parler sur les propositions et expérimentations sur la sécurité sociale de l'alimentation, ou sur les politiques de logement d'abord, ou peut-être que vous avez entendu parler des mouvements pour un salaire à vie. Voilà. Vous avez tout un ensemble d'autres organisations, d'autres luttes spécifiques qui en fait, très clairement poursuivent le même objectif, cet objectif de la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels d'existence. Voilà, peut-être que pour éviter de déborder, je tenais à mentionner ces autres mouvements et à vous présenter ce grand panorama. Donc voilà, il y a donc cet idéal, tout un tas de manières de faire exister cet idéal. Pour le faire exister, en fait, chaque militant pour un revenu inconditionnel pense combiner plusieurs outils, revenu de base inconditionnel en tant qu'outil, c'est-à-dire par exemple un revenu de base pour les enfants, un revenu de base pour les adultes, un revenu de base pour les personnes âgées, peut-être un revenu de base, voilà, de tout ça financé par l'impôt sur le revenu, peut-être qu'il faudra ajouter d'autres outils financés par d'autres impôts, comme les impôts locaux ou différentes choses, et il faudra penser comment ces différents outils peuvent déjà prendre la place d'outils qui existent actuellement, donc par exemple transformer le RSA en un revenu inconditionnel, et surtout comment tous ces outils peuvent s'agencer, se combiner de la manière la plus efficace possible avec d'autres outils, comme transformer par exemple les APL en une politique de logement d'abord, ou mettre en place une politique de sécurité sociale de l'alimentation. Bien, là effectivement c'est le cadre philosophique le plus large que l'on puisse donner, et qu'il y a plein de moyens effectivement de dire qu'on peut faire que chacun ait les moyens de vie décente. Oui, mais l'inconditionnalité... Tout le débat, lui, c'est on fait comment ? Voilà. Donc, on peut faire aussi un capitalisme effréné qui va redistribuer par ruissellement. Enfin, vous connaissez ces arguments-là. Alors, voilà. Oui, mais ce ne sera pas inconditionnel. Voilà. C'est l'enjeu. Voilà. Donc, justement, la question est effectivement comment verser l'argent aux pauvres, puisqu'on en revient à ça, ce qui est à la fois le titre éponyme du livre, mais et le fond du débat, et qu'il y a plein de moyens divers et variés. Guillaume. Exactement. Donc mon livre s'appelle effectivement Comment verser de l'argent aux pauvres. Mais là, le titre de la conférence, c'est Revenu universel. Est-ce que c'est une solution universelle ? Alors universel, c'est un peu polysémique. Hein, mais si l'idée est de dire est-ce que c'est la panacée ? Bon, tout le monde va être d'accord pour dire non, c'est pas la panacée, c'est pas un instrument, c'est pas la pierre philosophale, c'est pas un instrument qui va répondre à tous les objectifs sociaux en une fois. Mais ça peut quand même aider. Et donc, il faut se poser la question de savoir si ça aide ou pas, si ça aiderait ou pas. Et pour répondre à cette question, il faut, d'après moi, définir des objectifs précis. Alors, Télémac, tu en as défini, et voir s'il n'existe pas aussi des instruments alternatifs. Parce que finalement, savoir s'il faut verser un revenu universel, c'est aussi une question contrefactuelle. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se poser la question pour ou contre le revenu universel. Alors, c'est une question qu'on s'est posée avec Philippe dans un livre qu'on a coédité qui s'appelait justement Pour ou contre le revenu universel, édité au PUF. Mais je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder le débat, puisque en fait, il y a le revenu universel, mais il y a autre chose. Et dans mon livre, par exemple, je propose un revenu maximisant l'insertion, RMI, comme le RMI de 1989, donc de revenir à la philosophie de 89, avec des caractéristiques qui sont plus proches des caractéristiques du RMI et du RSA aujourd'hui que des caractéristiques du revenu universel, parce que je pense que si on définit comme objectif, si on donne les objectifs
que Télémac ou Philippe donnent au revenu universel de liberté réelle pour tous ou de garantie de moyens convenables d'existence. Il me semble que le revenu maximisant l'insertion que je propose dans l'ouvrage permet d'atteindre ces objectifs, d'atteindre plus efficacement ces objectifs. Alors, mais revenons quand même sur le revenu universel, et il y a un problème, et tu as répondu un peu par avance à une de mes objections, c'est que le problème, c'est que la définition est précise, universelle, inconditionnelle, individuelle, mais elle manque, le terme revenu universel reste ambigu malgré la précision de la définition, et parce qu'en fait, on ne dit pas pourquoi. Alors, toi, je te dis pourquoi, et effectivement, tu nous as dit pourquoi, mais il y a d'autres personnes qui défendent le revenu universel pour d'autres raisons. Et en fait, on peut les mettre dans 3 grandes familles. Il y a ceux qui le défendent pour démanteler l'État-providence, donc plutôt Friedman qui appelait ça negative income tax, mais en fait c'est aussi un revenu universel, c'est aussi ce qu'on peut appeler aujourd'hui un revenu universel. En tout cas, il partage les caractéristiques de la définition donnée par Philippe. Donc il y a un revenu universel de droite, disons, défendu aujourd'hui par Gaspard Koenig par exemple, et il y a un revenu universel de gauche aussi, dans une logique de transformation de l'État-providence. Donc en France, c'est plutôt Baptiste Milondo, disons, qui suit cette logique-là. Puis il y a une troisième logique qui est de transformer, un peu centriste, de transformer l'État-providence. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous mettez Baptiste Milondo et Gaspard Koenig et que vous leur dites de faire un projet de loi de finances, parce que le revenu universel, c'est à peu près 15 points de PIB, 30% du revenu disponible des ménages. Donc il faut que ça soit voté dans une assemblée nationale. Mais ces deux personnes-là, le revenu universel de gauche et le revenu universel de droite, libéral, ces personnes-là ne pourraient pas se mettre d'accord pour voter un même projet de loi de finances. En partie parce qu'ils ne seraient probablement pas d'accord sur le montant total de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques, et une sorte de différend entre la gauche et la droite. Et donc le revenu universel, il clive les familles politiques, on dit autrement, il clive les familles politiques, il clive toutes les familles politiques, il clive la droite entre les libéraux et les conservateurs, mais plus grave, il clive la gauche entre la gauche, disons, d'une part la gauche travailliste pour le centre-gauche et gauche marxiste pour la gauche radicale, et d'autre part ce qu'on peut appeler la gauche plutôt convivialiste. Et donc ce débat entre travaillisme et convivialisme, il fracture, il divise la gauche. Et c'est un débat. Et cette question du travail est assez importante pour qu'on mette le mot labor tout là-haut, qui veut dire travail. Le motto de l'université, c'est scienza et labor, par les connaissances et par le travail. Et donc on met dans les universités, enfin ici même, on met le travail comme dans le motto et dans les salles de cours. Et donc voilà, donc ça c'est pas terrible, c'est que ça fracture d'un point de vue politique, c'est que ça va fracturer les politiques. Mais d'ailleurs ça fracture aussi les citoyens. Il y a une enquête que j'aime bien, qui pose la question de savoir si vous êtes pour ou contre le revenu universel. Donc c'est une enquête, parce que c'est fait un sondage par téléphone, et on demande aux personnes, voilà, est-ce que vous êtes pour un revenu universel, individuel, inconditionnel, qui serait versé, enfin on leur explique un petit peu et on leur demande s'ils sont pour ou contre, et à 60% ils sont pour. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce revenu universel, vous pensez qu'il devrait être conditionnel à des efforts d'insertion sociale et professionnelle? Et là, à 60%, ils disent oui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, et donc ils ont une réponse qui paraît incohérente, mais qui ne l'est pas, parce que quand on vous pose des questions et qu'on vous pose plusieurs questions à la fois, finalement, quand on vous pose la question du revenu universel, c'est plusieurs questions à la fois, parce que c'est universel, inconditionnel, individuel, et donc il y a la question et notamment la question de la conditionnalité. Quand on vous pose cette question, vous allez répondre à la partie de la question qui vous intéresse et pour qui vous êtes le plus important pour vous.
vous. Mais comme quand vous votez pour un homme politique, vous ne répondez pas à toutes les questions à la fois, donc vous n'allez pas forcément répondre à la question de la démocratie, mais vous allez répondre à la question du travail, par exemple, ou des revenus, ou de l'économie. Bon, et donc, dans le cas précis, la question à laquelle répondent les gens quand on leur pose la question « êtes-vous pour un revenu universel ?», c'est la générosité. Oui, ils sont généreux, ils veulent qu'il y ait un revenu minimum garanti et qu'on garantisse des moyens convenables d'existence tels que c'est inscrit dans la Constitution. Mais par contre, quand on leur pose spécifiquement la question de la conditionnalité, ils répondent « bah oui, je pense que dans un esprit de réciprocité, ils pensent que ces revenus-là, qui devraient finalement être pensés comme des revenus d'assistance, devraient être donnés dans un esprit de réciprocité. » Donc, en fait, le modèle moral, et là, c'est une autre étude d'un collègue avec qui je partage le bureau, donc je peux bien le citer, Maxime Parodi avec Michel Forcé, ils ont extrait finalement des valeurs, tout leur travail, c'est d'extraire des valeurs morales d'enquête d'opinion et d'essayer de voir comment, parce que finalement les réponses sont souvent incohérentes, et d'essayer d'extraire une cohérence et des hiérarchies de valeurs qui peuvent expliquer pourquoi les gens répondent ça aux questions des enquêtes sur les valeurs. Et donc eux, leur modèle, c'est le modèle de générosité réciproque, c'est-à-dire que les gens veulent donner un revenu minimum généreux, mais il faut qu'il soit limité pour que... Alors, je vais citer mon collègue. Donc, le second principe... Donc, il y a un principe de plancher, chacun doit disposer du minimum lui permettant de vivre décemment. Le second est un principe de réciprocité. On refuse qu'autrui vive à ses dépens. Il ne suffit pas que les gens manquent totalement d'esprit de charité, mais leur volonté est, comme on dit communément, de ne pas se faire avoir. Et donc voilà, ça c'est la réciprocité. Il y a une demande de réciprocité, et cette demande, elle pourrait être morale, ça pourrait être une obligation morale, mais dans le cadre de revenus d'assistance, il est perçu comme légitime. En tout cas, c'est un principe de justice qui est communément partagé, que dans ce cadre-là, cette demande de réciprocité soit même inscrit dans la loi. Et d'ailleurs, c'était une chose qui a été débattue en 1989, quand on a mis en place... alors du coup, ça a été débattu en 1988, puisque la loi mettant en place le RMI date de décembre 88. Et là, donc Mitterrand a été élu en promettant le RMI. Et la question de la conditionnalité à cette époque s'est posée. Et pour avoir... donc la gauche était majoritaire à l'époque... pas forcément la gauche socialiste, mais avec les communistes, ils étaient majoritaires et les communistes allaient voter le RMI, donc la gauche était majoritaire. Mais pour avoir l'unanimité... pour avoir l'unanimité à l'Assemblée, et donc avoir les votes de droite à l'époque, le compromis qui a été trouvé, c'est ce compromis de mettre une réciprocité faible finalement, parce que à l'époque le RMI était une obligation de réciprocité finalement dans la loi, mais qui était finalement relativement faible. C'est-à-dire que déjà la réciprocité était ex post, on vous donnait le RMI quand vous le demandiez sans condition, et après la condition d'insertion sociale et professionnelle était relativement faible avec très peu de sanctions. Mais je pense que c'est déjà pour avoir l'unanimité, mais c'était aussi pour avoir le consentement, donc pour pouvoir financer un revenu généreux. Donc je pense qu'il y a un arbitrage. Et je vais laisser la parole à Philippe qui va répondre à ces objections. Ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai même pas besoin de faire la transition. Effectivement, on a quand même aligné, en fait, beaucoup de, mine de rien, beaucoup de contrepoints, d'obstacles, voilà. Donc ça serait bien de les évoquer. Et ensuite, on en débattra, bien sûr. Je vais cependant résister à la tentation de réagir à ce qui vient d'être dit, parce que je voudrais utiliser mes 10 minutes pour présenter brièvement l'élément nouveau le plus important dans le débat mondial sur le revenu universel.
Alors, au risque de vous saturer un peu, cet élément nouveau vient des États-Unis. Vous avez sans doute été déjà bombardé de nouvelles en provenance des États-Unis ce matin. Mais cette nouvelle est d'une nature assez différente. Ça fait déjà pas mal d'années que Sam Altman, le patron de OpenAI, et donc que vous connaissez, ne fût-ce qu'indirectement à travers ChatGPT, ça fait déjà quelques années qu'il exprime son intérêt pour un revenu universel. Et il voulait en avoir le cœur net, et il a décidé de mettre 50 millions de dollars dans une expérimentation d'un revenu inconditionnel. De 2020 à 2023, donc 1000 personnes ont été tirées au sort dans les États de Texas et d'Illinois et ont reçu chaque mois une somme de 1000 dollars inconditionnellement pendant 3 ans. Alors, on a également recruté par tirage au sort 2000 autres personnes à qui on a donné une somme beaucoup plus modeste de 50 dollars en compensation pour le fait qu'on allait leur demander pendant ces 3 années de répondre de temps en temps à quelques questions, comme on le faisait en parallèle pour le groupe expérimental, donc pour les 1000 personnes qui ont reçu pendant 3 ans 1000 dollars sans condition chaque mois. Donc, ça pouvait être ajouté à tous les autres revenus de quelque source qu'elles viennent, que ces personnes percevaient. Alors, le but est bien sûr, grâce à la comparaison entre ces deux groupes, de voir ce qu'était exactement l'impact de la réception régulière de ce revenu non négligeable de 1000 dollars par mois. Antoine a dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'expérimentations qui ont été faites. C'est vrai, beaucoup portent le nom de Basic Income Experiments ou Basic Income Pilots, mais la seule expérimentation pertinente pour les pays plus développés qui ait eu lieu auparavant, c'est celle qui a eu lieu en Finlande en 2017 et 2018 à l'initiative du gouvernement et qui a été faite d'une manière beaucoup moins rigoureuse que l'expérimentation récente aux États-Unis. Alors, qu'apprend-on de cette expérimentation? Alors, d'emblée, il faut dire qu'il s'agit d'être très prudent si on veut extrapoler ce qui peut être observé dans cette expérimentation, l'extrapoler à ce qui se passerait si on introduisait un revenu inconditionnel au niveau de l'ensemble de la société. Premièrement, c'est une durée limitée, 3 ans, c'est pas toute la vie. On ne réagira pas de la même manière dans ces deux cas. Deuxièmement, c'est donné à ces 1000 individus qui sont répandus dans l'ensemble de 3 comtés de ces 2 États. C'est très différent de donner ce revenu à l'ensemble de la population d'une localité ou d'un pays. Et troisièmement, cette expérimentation, comme du reste toutes les autres, ne tiennent pas compte de l'impact du financement. Il y aurait une taxation à faire sous une forme ou une autre pour financer cette allocation. Donc, il faut être prudent dans la généralisation. Et néanmoins, on peut apprendre quelque chose de ces expérimentations et je voudrais simplement pointer 2 choses, l'une qui ont été étudiées, donc il y a 2 papiers très techniques qui ont été publiés par le National Bureau of Economic Research, institution prestigieuse à Washington, D.C., publié cet été, l'un centré sur l'impact sur l'emploi, l'autre l'impact sur la santé. Mais avant de vous présenter rapidement ces plein d'autres aspects de ces 2 impacts, je voudrais vous poser la question. Concentrez-vous bien. La première question, c'est pensez-vous que dans le cadre de cette expérimentation, que la participation au marché du travail augmentera en raison du fait que ces personnes reçoivent 1000 dollars chaque mois? Alors, je vous demanderai de répondre à cette question par la voix. Donc, je vais dire maintenant ceux qui pensent que oui, que ça va avoir un impact positif sur l'emploi vont dire oui quand j'aurai dit 1, 2, 3, et ceux qui pensent le contraire vont dire non quand j'aurai dit 1, 2, 3. Vous avez bien réfléchi, vous comprenez bien les questions, y compris là-bas tout en haut? Oui. Donc,
La question, c'est qu'est-ce que vous pensez que cette expérimentation aura montré? Est-ce que ça va montrer que recevoir 1 000 $ en plus chaque mois pendant 3 ans, ça va augmenter la participation au marché du travail ou bien non? Bon, les oui d'abord. 1, 2, 3. Oui. Qui pense que non? 1, 2, 3. Non. Bon, c'est très bien. L'auditoire est partagé. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Tu vois, c'est typiquement ça. Attention. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que entre le début de l'expérimentation et 3 ans plus tard, le taux d'emploi est passé pour le groupe expérimental de 58% à 72%, si vous me permettez d'utiliser du belge ici, à 72%. 58% à 72%. Un impact énorme positif sur l'emploi? Pas du tout. En début de parcours, on était encore dans la période du Covid. Il y a eu une augmentation, mais l'augmentation dans le groupe de contrôle, parmi les 2000 qui ne recevaient que les 50 $, cette augmentation était plus forte que dans le groupe expérimental. Et en fait, il y a une différence d'1%, et on peut dire que, d'où l'intérêt de faire de l'expérimentation, de ne pas dire simplement on a introduit la mesure et puis on a vu ceci et cela, et donc c'est à cause de la mesure, pas du tout. Il faut comparer les deux choses, et à ce moment-là, on voit que ça a eu un impact négatif, et qu'en moyenne, les personnes qui recevaient les 1 000 € ont travaillé 8 jours de moins par an, en moyenne, que les personnes dans le groupe de contrôle. Alors, il faut se dire, 8 jours de moins, les Américains, avec 8 jours de moins, travaillent encore beaucoup plus que les Français. Donc, il ne faut pas s'affoler du point de vue, Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais c'est qui a réduit son temps de travail? L'impact principal, c'est les parents seuls, les parents isolés. Et l'autre forme principale de cet impact, c'est que le temps passé entre 2 emplois a augmenté. Donc, le temps de recherche d'un emploi a augmenté. Alors, est-ce qu'il faut s'en affoler, qu'il y ait eu cette réduction du temps de travail? Bien sûr que non. C'est une partie de l'objectif, de dire on donne la possibilité à des personnes qui sont coincées dans le double shift et qui manquent surtout de temps et pas d'argent de travailler moins. Et d'autre part, on permet aussi des gens d'être un peu plus choosy, d'être un peu plus exigeants au niveau du type d'emploi qu'ils vont accepter. Ils ne vont pas accepter n'importe quoi, et donc il y a un temps plus long passé à la recherche d'un emploi. Est-ce que ça veut dire que les partisans du revenu universel doivent dire « Oh, cet impact sur l'emploi, ça n'a pas d'importance si ça diminue l'emploi » ? Non, parce qu'il faut bien sûr parvenir à financer le revenu universel. Et s'il y a une forte chute de la participation au marché du travail, on ne pourra pas financer ce revenu, en particulier un revenu universel relativement élevé, de l'ordre de 1 000 €. Alors, ce qui est important, c'est que s'il y a même un impact négatif relativement important, les partisans du revenu universel disent « Attention, il ne faut pas s'affoler trop vite ». Parce qu'on peut s'attendre à ce que le revenu universel, d'autre part, ait un impact positif sur le capital humain et donc sur la productivité, après quelques délais, sur la productivité des personnes. Et ça peut être le cas, comme on l'a observé partiellement dans l'expérimentation, si la réduction du temps de travail est utilisée pour partie à compléter sa formation ou à commencer autre chose, etc. Mais ça peut aussi prendre la forme d'une amélioration de la santé. Et je viens maintenant au deuxième élément dont je vais vous parler très très succinctement, c'est l'impact sur la santé. Et là, je vous pose de nouveau la question, est-ce que vous pensez que les personnes qui reçoivent régulièrement ces 1 000 $ par mois, est-ce que vous pensez que leur état de santé va être significativement amélioré? Réfléchissez un peu, et je vous pose donc d'abord les oui, puis les non. Je commence par les oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact positif, significatif sur la santé? Les oui d'abord. 1, 2, 3. Oui. Maintenant les non. 1, 2, 3. Non. Le non, ici, était beaucoup plus faible. Effectivement, les auteurs des rapports s'attendaient à ce qu'il y ait un impact significatif sur la santé, ne fût-ce que parce que, de manière générale, et en particulier parmi les personnes participant à l'expérimentation, en début de parcours, il y a une corrélation très forte entre le niveau de revenu et l'état de santé.
Et puis ils ont regardé les données et l'impact est en fait statistiquement, pour l'ensemble de la période, statistiquement non significatif sur les différents indicateurs de santé. Alors, comment est-ce que c'est conciliable avec cette corrélation très forte? C'est en partie que la causalité va dans l'autre sens. C'est pas alors parce qu'on est pauvre qu'on devient malade, mais c'est parce qu'on est malade qu'on est pauvre. C'est parce qu'on a une santé mauvaise qu'on est pauvre. Donc en partie c'est ça. En partie ces deux variables pourraient avoir pour cause une troisième, qui est par exemple les conditions dans lesquelles on grandit en tant qu'enfant, qui à la fois nous rendent détériore notre santé ultérieurement et nous rendre économiquement moins prospères. Mais ça peut aussi être dû à un autre élément, qui est que l'impact positif du revenu sur l'état de santé ne se fait sentir qu'à terme. Et ce qui a été observé, ce qui est statistiquement significatif dans l'expérimentation, c'est que l'usage des hôpitaux et l'usage des dentistes est statistiquement significatif. Donc la différence là est statistiquement significative entre les deux groupes. Et puis l'autre chose qui est peut-être la plus intéressante de l'ensemble de l'expérimentation, c'est l'impact sur la santé mentale. J'ai dit, au niveau de l'ensemble de la période, il n'y a pas d'impact sur la santé mentale. Mais il y a un impact statistiquement significatif la première année. Et puis cet impact disparaît. En particulier des indicateurs du type angoisse, niveau de stress, etc., et réduit significativement la première année. Et donc, mais cette différence n'est plus significative en deuxième et troisième année. Comment est-ce que ça peut être interprété? La raison fondamentale, l'argument peut-être le plus central en faveur d'un revenu tout à fait inconditionnel, c'est la contribution à la sécurité, la réduction de l'insécurité, plus que la réduction de la pauvreté, plus que la réduction de l'inégalité, même si ça aurait aussi pour conséquence de réduire la pauvreté et de réduire l'inégalité. C'est réduire l'insécurité. Et bien sûr, au moment où on reçoit ce revenu inconditionnel et on dit vous pourrez l'avoir pendant les 3 années qui viennent, ça a un impact au niveau de la sécurité. Mais plus on se rapproche de l'échéance, de la fin, moins cette différence, cet impact pourra être significatif. Et donc je conclus simplement en disant une expérimentation, aussi rigoureuse qu'elle soit, et celle-ci est vraiment sophistiquée sur le plan économétrique, extrêmement soigneuse dans la tentative d'éviter les biais dans l'échantillonnage, etc. Même l'expérimentation la mieux faite ne pourra jamais nous dire si un revenu universel à un montant donné, $1000 dans ce cas-ci, est économiquement soutenable ou au contraire est économiquement insoutenable. On ne peut pas le dire sur la base d'une telle expérimentation, ni non plus si, toute chose considérée, c'est désirable aux yeux de nos valeurs ou non désirable. Mais néanmoins, on peut apprendre un certain nombre de choses, dont celles que je viens de mentionner, qui ne sont pas sans pertinence pour le débat ici et ailleurs sur le revenu universel, en se disant aussi, et ça rejoint le titre de cette séance, solution universelle, la signification d'un revenu inconditionnel. Au Kenya, où il y a une expérimentation à long terme qui est en cours pour l'instant pendant 12 ans, et en France ou aux États-Unis, c'est quelque chose de profondément différent, puisque là-bas au Kenya, c'est vraiment non pas le substituer partiellement à un système d'assistance sociale, c'est le substituer à rien du tout pour la population en âge de travailler. Et donc ça a bien sûr un impact redistributif beaucoup plus important que n'aurait l'introduction d'un revenu universel dans le cadre français. Voilà ce que je voulais livrer en termes de food for thought, de nourriture intellectuelle pour ce débat. Bien, merci. Je pense que c'est effectivement bien, à partir d'un cas concret, de pouvoir poser toutes les questions qu'on a posées en filigrane, mais de manière un peu désordonnée, peut-être à travers des différentes interventions. Je parlais des réactions de bon sens. Alors le coup du test oui-non, ça marche à tous les coups, ça c'est efficace. Et je pense qu'il faudrait que d'abord, je pense entre vous, déjà, vous puissiez à donner des arguments sur ce qui est possible, pas possible, souhaitable, pas souhaitable, faisable, pas faisable. Quelles sont les variations qu'on peut donner à un dispositif comme celui-là,
pour que ça réponde aux objections éventuelles qu'il y a dans ce débat sur l'efficacité, sur le financement, la possibilité de le financer, sur son caractère inconditionnel, sur le fait qu'on donne à tout le monde ou pas. Enfin voilà. Donc je pense qu'il faudrait aborder ces questions dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas, peut-être Télémac en réaction à ce qu'il y a et à la façon dont cette expérimentation a été présentée. Alors la présentation a été excellente. Moi, peut-être que je peux vous apporter un élément de contexte supplémentaire. C'est vrai que le débat sur un revenu inconditionnel, donc le sujet de ma thèse, c'est de quoi on parle. C'est qu'est-ce que c'est que la notion de revenu inconditionnel et le débat autour de ça. Alors peut-être un point historique, c'est que la notion de revenu de base inconditionnel, elle vient du fait qu'en 1986, Philippe a organisé avec deux amis un colloque en Belgique, à l'occasion duquel ils ont regroupé différentes personnes qui avaient émis des propositions vaguement similaires à travers l'Europe et donc voilà, des trucs qu'ils appelaient différemment, qu'ils proposaient de mettre en place différemment et qui justifiaient sur des bases différentes. Et donc ils ont dit, bon, vous avez, Philippe a écrit des lettres manuscrites à chacun pour leur dire, excusez, vous avez présenté un truc assez intéressant, j'ai vu d'autres personnes qui ont un truc qui ressemble un peu, alors retrouvons-nous et discutons-en. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont fait donc un colloque, ils ont créé le BIEN, le Basic Income Earth Network, un réseau mondial de recherche. Ils sont arrivés à un nom, donc revenu de base, voilà, avec un très bel acronyme pour le réseau mondial, le BIEN. Je vous invite tous fortement à venir à une assemblée générale du BIEN. C'est vraiment des événements absolument fascinants et superbes, très intéressants à un moment. Et donc à une définition minimale qui permettait de dépasser cette diversité des noms, des justifications et des modes de mise en œuvre pour discuter des meilleurs moyens de réaliser cet idéal en fait. Et pendant longtemps, le débat a été principalement un débat en philosophie politique et donc la chose qui a été discutée, c'était cette question de l'inconditionnalité de la garantie des moyens d'existence. La plupart des débats, des arguments qui ont été mis en avant dans un sens ou dans l'autre étaient assez insensibles à est-ce qu'on les garantissait avec des espèces ou non. Et puis, petit à petit, il y a un autre débat qui a émergé, qui est celui au niveau de l'aide internationale, puisque là, Philippe nous a parlé d'une expérimentation donc, aux États-Unis, en nous disant que c'était l'une des seules qui pouvait nous parler, nous, en France, dans un pays anciennement industrialisé. En fait, pourquoi Philippe précise ça, c'est parce qu'il y a eu tout un débat au niveau de l'aide internationale sur est-ce qu'on distribue l'aide internationale en cash ou en nature. Il y a un débat qui était donc sur les cash transferts et qui en fait a été largement remporté par les partisans des transferts monétaires en cash. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'aide internationale, c'était des gens, et je caricature à peine, des gens dans des bureaux de pays anciennement colonisateurs qui disaient là-bas les gens ils ont besoin de puits, ils allaient construire des puits, puis en fait les puits étaient loin des gens, les gens ça servait à rien, donc on disait on achetait plein d'argent, ça sert à rien. Et on s'est rendu compte qu'en fait quand on donnait de l'argent aux gens sur place, ils avaient plein d'idées de trucs à faire et quand ils avaient un peu d'argent, ils savaient le faire. Donc voilà, là on a Esther Duflo et Banerjee qui ont gagné un prix Nobel là-dessus, notamment sur ces questions d'expérimentation. Et donc ça a fait que voilà, c'est un débat qui a été reporté juste un peu avant le Covid. Et depuis le Covid, vous avez une explosion des expérimentations à travers le monde de transfert d'argent. Donc sur le seul territoire états-unien aujourd'hui, vous avez plus de 1000 expérimentations de transfert d'argent, dont une des plus ambitieuses qui a été celle dont Philippe nous a parlé. Dans le monde entier, vous en avez énormément. Une très intéressante, par exemple, qui est menée aujourd'hui, qui s'apprête à commencer puisque Philippe nous a parlé d'une, voilà, pour revenir dans le contexte français, c'est une qui s'apprête à être menée au Pays de Galles, dans lequel la proposition est de verser à toutes les personnes qui sortent de l'assistance publique un revenu, alors ils sont extrêmement ambitieux, de 1200 livres nets, 1200 pounds net par mois pendant 2 ans à toutes les personnes qui sortent de l'assistance publique, donc les orphelins qui ont été élevés par l'État. Mais peut-être que là, je m'éparpille un peu, je vous fais une introduction théorique. Peut-être que, voilà, alors si on veut lancer le débat, alors peut-être que je répondrai plutôt à Guillaume qu'à Philippe, puisque Guillaume nous disait que voilà, donc c'est une façon dont souvent le revenu de base est présenté, il y a une version de gauche, une version de droite. Et donc Guillaume nous disait, par exemple, ce serait Gaspard Koenig et Baptiste Milondo ne pourraient pas se mettre d'accord. J'en suis pas si sûr. Justement. C'est là sur où... un projet de loi. Sur un projet de loi. Non, mais sur un projet de loi de finances, un PLF. Oui, et justement, alors là, moi, c'est là où... Parce que ramenons le sujet très concrètement en France. Alors, aujourd'hui, parce que ça c'est quelque chose, un point d'information aussi, aujourd'hui, en France, 2 personnes qui sont au RSA, quand elles se déclarent en couple, elles perdent un quart de leur revenu. Par ailleurs, aujourd'hui, une personne qui est au RSA en France, quand elle gagne de l'argent avec un emploi,
on lui enlève 41 centimes par euro gagné. C'est-à-dire que concrètement, cette personne, elle est taxée à 41%, le taux qui est appliqué aux 10% les plus riches de la population, alors qu'elle est au RSA. Par ailleurs, en plus, là, aujourd'hui, des milliers d'allocataires, et dans 2 mois, absolument tous les allocataires du RSA, devront, pour toucher leur RSA de 550 € net, justifier de 15 heures d'activité. Alors, le gouvernement ne peut pas dire que c'est du travail, parce que sinon, c'est du travail complètement exploité. Donc ça, je pense que c'est des points qui sont tellement évidemment choquants, inefficaces et idiots, absurdes, qui ne servent, et en plus c'est quelque chose qu'on a expérimenté par contre largement dans le monde, qui ne peuvent servir qu'à des politiciens à la petite semelle, à faire un petit gain politique immédiat au prix de détruire la vie de personnes pauvres, mais on parie sur le fait que les pauvres de toute façon ne votent pas, donc ça c'est des choses sur lesquelles je pense que même Gaspard Koenig et Baptiste Milondo pourraient se mettre d'accord pour dire que ils pourraient se mettre d'accord sur le fait de dire qu'on peut transformer le RSA en un revenu inconditionnel. Par exemple, en faisant payer de l'impôt à tout le monde dès le premier euro. Voilà une première proposition. Oui, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire ça, il faut être dans un gouvernement. Pour passer des lois comme ça, et pour passer des lois qui sont aussi coûteuses que ça, il faut voter un PLF. Il faut voter un PLF ensemble. Il faut être dans un même gouvernement. Et on voit là déjà que le centre-droit et la droite n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur un projet de loi de finances. Je vois mal comment la gauche radicale et Gaspard Koenig, libre, son parti politique, pourraient se mettre d'accord sur un programme complet avec le budget de l'éducation, le budget de l'armée, le budget de la justice, enfin tout. C'est pas quelque chose qu'on peut faire passer par une loi. Si on doit voter le revenu universel, il doit rentrer dans le cadre d'un projet de loi de finances. C'est quand même un projet à 15 points de PIB. C'est pas quelque chose que vous pouvez voter le 15 août lorsque tout le monde est en vacances ou parce que vous avez une majorité. Il faut avoir un projet commun de gouvernement pour pouvoir le faire voter. Et d'ailleurs, du coup, j'aurais aussi une question, mais je ne vais pas vous la poser. Vous allez y répondre dans votre tête. La question, c'est, je veux maximiser aujourd'hui le RSA, c'est à peu près 500 €. Un peu plus, mais en fait, quand vous enlevez le forfait logement, qu'on l'enlève à tout le monde, en fait, vous êtes à 530 €. Le SMIC, c'est 1400 €. Est-ce que vous pensez que 500 € c'est suffisant ou est-ce que c'est Et le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, c'est plus de 1 000 €. Il y a un rapport de 1 à 2 entre le minimum social pour les plus de 65 ans et le minimum social pour les 25-64 ans. Donc la question assez pragmatique, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut plus facilement trouver une coalition en 2027 s'il y a un gouvernement de coalition, notre gouvernement de coalition issu d'une autre assemblée législative qu'on ne connaît pas encore, est-ce qu'il serait plus facile de passer un revenu minimum d'insertion de, disons, 800 à 900 € pour les 18-65 ans, voilà, c'est la question assez pragmatique, c'est-à-dire on augmente de 300 € le minimum social pour les 15-65 ans, on l'ouvre aux 18-25 ans, ou alors est-ce que vous pensez que ce revenu de 900 € finalement, est-ce que c'est réaliste de le proposer à tout le monde dans un revenu universel et qu'on peut trouver une majorité et inconditionnelle et qu'on pourra trouver une majorité qui ira dans ce sens-là. Donc finalement, il y a bien un arbitrage, c'est que l'arbitrage de vouloir demander les 900 € pour tous fait qu'on ne demande pas aujourd'hui, là, enfin si, moi je le demande explicitement, d'augmenter le RSA actuel à 900 €, de réduire la conditionnalité. Là, les 15 heures de travail, c'est pas acceptable, c'est pas une réciprocité acceptable. On ne demande pas aux gens qui peuvent pas trouver d'emploi de travailler. En fait, c'est pas ça la demande de réciprocité qui est le plus juste. Et voilà. Et l'universalité aussi, ça permet pas de réfléchir à tous les autres problèmes. Et donc, dans une logique aussi un peu social-démocrate et de politique publique, moi je trouve, pour rebondir sur l'excellente présentation de
Philippe, que finalement ça donne pas trop de grain à moudre pour le revenu universel, parce qu'il se passe pas grand-chose en termes d'emploi, au final, dans cette étude, et il se passe pas grand-chose en termes de santé non plus. Pour caricaturer, il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être que pour la santé, il faut faire des dépenses de santé. Pour la sécurité, il faut avoir une assurance chômage beaucoup plus généreuse, parce qu'on a aussi rogné sur les assurances. Parce que la sécurité pour quelqu'un qui gagne, si le revenu universel il est à 600, 700 €, ça ne va pas suffire à un cadre comme élément de sécurité, ça va pas suffire à un cadre. Et donc avoir une stratégie comme on en avait social-démocrate, avec des assurances chômage généreuses qui apportent de la sécurité économique, des dépenses de santé qui apportent justement de la santé. Et on sait que les dépenses de santé ont un impact direct sur la santé, sur l'accès à la santé et tout. Et donc pourquoi pas avoir des dépenses pour chaque objectif différent, pour chaque objectif de politique publique, santé, éducation, plutôt, et donc finalement une sorte de revenu, c'est là où je rejoins Télémac, une sorte de revenu en service public universel, santé, éducation, et en contribution, en prestations sociales et assurantielles également. Mais à chaque objectif, son instrument. Bien, alors en fait, l'ensemble des questions recoupe celles qu'on a évoquées, c'est-à-dire comment financer, effectivement, dans une situation budgétaire compliquée. C'est le risque d'encouragement, on en a parlé, au non-travail. Et c'est aussi la question de l'universalité. Est-ce que ça concerne les nationaux d'un pays, les citoyens d'un pays, les étrangers qui y habitent aussi, ou voilà, les immigrés. Voilà, et puis et effectivement, est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que le salaire minimum, tel qu'il existe aussi, n'est pas aussi un type de réponse dans la gamme des outils qui permet de répondre à ces besoins-là? Voilà, donc je vous livre les questions comme ça. Est-ce que les uns ou les autres doivent répondre? Voilà, c'est la paresse, enfin, tous les termes qui sont déjà évoqués à chaque fois dans ce débat, le surfeur de Malibu. Et voilà, donc toutes ces questions-là sont posées par la salle. Oui. Moi, je vais commencer, puis je pense que Philippe pourra. Je vais commencer, puis je pense que Philippe pourra réargumenter aussi pour répondre à ce que disait Guillaume. Ça ne se substitue pas, c'est pas censé se substituer à d'autres outils d'allocation, etc., et à la production en particulier de services publics de base et d'assurance santé ou d'éducation. Pour faire cohésion dans une société, il faut aussi une éducation pour tous, et donc c'est vraiment un socle. Ça ne répond pas. Ça ne règle pas toutes les questions de pauvreté, d'inégalité, etc. Ça répond, comme l'a dit Philippe, je pense, à la question de l'insécurité. Et puis je voulais réagir sur la question de la réciprocité, et puis je pense que Philippe aussi pourra rebondir là-dessus. C'est-à-dire que la réciprocité, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant, en fait, d'envisager. Bon, c'est la question du passager clandestin, ce qu'en économie on appelle le passager clandestin, donc du tir au flanc, de la paresse, etc. La question, c'est pourquoi être plus suspicieux vis-à-vis des pauvres, des gens qui ont besoin de ce socle, que vis-à-vis des riches. On n'a jamais reproché aux riches héritiers de ne rien faire. D'accord ? Alors, effectivement, c'est parce que on ne demande pas, on ne voit pas le lien direct entre la richesse des riches et leur droit au loisir et la pauvreté, et les allocations qu'on peut redistribuer, parce que effectivement, les allocations sont financées publiquement, donc par le système de redistribution. Peut-être que cette question quand même de la suspicion vis-à-vis des pauvres,
parce qu'il s'agit bien de ça quand même. C'est quand même une question éthique qu'il faut se poser. Pourquoi on est suspicieux vis-à-vis des pauvres et pas vis-à-vis des enseignants-chercheurs qui font ce qu'ils veulent de leur temps de travail, etc. Donc, alors pour ça, je voulais citer John Galbraith qui écrit « Les loisirs sont une très bonne chose pour les riches. C'est une assez bonne chose pour les professeurs de Harvard, dont il était, mais on peut le dire pour les professeurs d'université française, mais une très mauvaise chose pour les pauvres. À partir du moment, plus vous êtes fortuné, plus vous êtes considéré comme ayant droit au loisir. » Et puis, alors, en fait, il y a la question par rapport au droit au loisir, mais il y a aussi la question du lien au travail, à la valeur travail. Pourquoi est-ce que les pauvres n'auraient pas le même intérêt et la même référence, le même lien à ce qu'ils mettent dans leur travail? Faire un travail qui leur plaît, ou qui est beaucoup plus approprié, beaucoup plus valorisant. Et c'est pour ça aussi que Galbraith fait référence aux professeurs d'université, c'est-à-dire que c'est la double peine, c'est-à-dire que c'est des gens qui auraient plus besoin de soutien financier, qui n'ont pas accès à des emplois valorisants, et pas que d'un point de vue financier, mais aussi valorisants, enrichissants intellectuellement, etc., comme nous, on peut en avoir. Donc, il y a la question de la paresse, quand même, c'est une question, il faut prendre un peu de recul quand même et se poser la question de pourquoi cette question-là se pose dans ce cas-là précisément. Qu'est-ce qui éthiquement justifie cela? Ouais. Je vais répondre à d'autres questions aussi. Je vais répondre à d'autres questions qui sont posées par la salle aussi. Oui. Vas-y. Voilà. Sur le financement en particulier, il y a pas mal de questions. Quel est l'impact macro de ce type de mesures, à la fois sur la fiscalité et sur l'inflation. C'est-à-dire le débat classique sur les aides sociales qui disent, voilà, quand on fait augmenter le prix, si on fait une prestation logement, on augmente le prix du logement. Et en fait, ça se repère par les effets d'inflation. Est-ce que là-dessus, qu'il y a un débat au-delà d'ailleurs du revenu universel, mais s'il devient universel, effectivement, si ça se généralise, et les sommes en jeu sont tellement plus colossales que, effectivement, la question de l'inflation, de l'augmentation des prix consécutive à ça, peut se poser, et puis la question de la fiscalité, c'est-à-dire l'accroissement de la fiscalité pour pouvoir financer un tel dispositif. Alors, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Philippe ? Oui, je vais peut-être répondre de manière ultra lapidaire aux différentes questions qui ont été évoquées. Oui, peut-être en commençant par celle-là. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur l'inflation? Ça dépend de la manière dont c'est financé. Si c'est financé par la taxation, la demande globale, la demande effective globale n'augmentera pas nécessairement. Il y a des cas où on veut créer l'inflation, comme ça a été le cas, le helicopter money, donc au moment où il y a une récession, les prix n'augmentent pas suffisamment à ce moment-là, et alors par création monétaire, on distribue un quantitative easing for the people, on distribue ça en vue de créer l'inflation. Le problème le plus délicat, à mon avis, en matière d'inflation, c'est l'inflation des salaires dans le secteur des soins. Dès le moment où on donne ce revenu inconditionnel, ça permet à plus de personnes, des infirmiers, des infirmières, aussi des enseignants, de travailler à temps partiel. Et donc, pour attirer suffisamment de personnes dans ce secteur, il faudra augmenter leur salaire. Je me contenterai de ça sur la question importante, mais malgré tout latérale par rapport à d'autres. Salaire minimum n'est bien sûr pas un substitut au revenu minimum pour ceux qui ne travaillent pas, et même pour ceux qui travaillent à temps partiel, parce que le salaire minimum, c'est un salaire minimum horaire, et donc sous une forme ou une autre, que ce soit RMI ou l'autre, on s'est bien rendu compte qu'il fallait autre chose, et qu'il fallait même autre chose que les indemnités de chômage liées au salaire antérieur. Migration, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème spécifique
pour le revenu universel. C'est un problème qui existe pour tout système non contributif de protection sociale. Donc, les gens, les personnes à l'extérieur ne vont pas être plus attirées par un revenu universel à un certain montant que par un RMI à un certain montant. Ça ne les dérange pas. La situation, même avec les conditions du RMI, est tellement meilleure que celles qu'ils connaissent chez eux. Et donc, il y a un problème, et un problème qu'on résout de manière plus ou moins pragmatique pour le rendre compatible avec la circulation au sein des pays membres, la circulation en principe libre des travailleurs au sein de l'Union européenne. On doit le résoudre pour nos systèmes d'assistance sociale. On devrait aussi le résoudre de manière pas toujours très, souvent de manière un peu bricolée, mais il faudrait aussi le résoudre de cette manière-là pour un revenu universel. Alors l'encouragement du non-travail, il faut voir quelle forme ça prend. Dans l'expérimentation, si encourager le non-travail, c'est permettre à des gens qui travaillent au point d'en crever, de réduire leur temps de travail ou de faire une pause, c'est tout gagné, on n'a pas à s'en préoccuper. Ce qui est souvent considéré comme problématique, c'est que des personnes qui sont au chômage, et au chômage déjà de longue durée, se voient renforcées dans cette situation. Mais précisément, le revenu universel, en raison de son caractère universel, en raison du fait qu'on peut garder ce revenu au moment où on accepte un travail, eh bien, il vise à résoudre, à diminuer le problème pour cette catégorie de personnes pour qui l'inactivité pourrait être problématique. Et je termine simplement par la question de la faisabilité politique. C'est vrai que les familles politiques, disons les libéraux d'une part et les socialistes d'autre part, sont divisés sur cette question. Parce que parmi les libéraux, il y a ceux qui sont contre l'État parce qu'ils ne veulent pas que l'État vienne leur prendre leur argent, et il y a ceux qui sont contre l'État parce qu'ils sont pour la liberté. Et ceux qui sont pour la liberté et qui prennent la liberté au sérieux, ils doivent avoir au moins de la sympathie pour le revenu universel. Et du côté socialiste, il y a effectivement, comme tu l'as dit Guillaume, il y a un socialisme travailliste qui dit l'idéal c'est le travail à temps plein pendant toute la vie pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Et il y a ceux qui disent, écoutez, de grâce, la gauche, ne vous laissez pas coincer dans une situation où vous défendez l'égalité contre la liberté. La liberté est une valeur de gauche, mais ça doit être la liberté réelle et une liberté réelle pour tous. Et dans le débat américain, j'ai été heureux de voir que Josh Shapiro, qui est le gouverneur de Pennsylvanie, malheureusement, il n'est pas parvenu à faire ce qu'il avait fallu faire pour l'élection présidentielle, mais son slogan, c'est « Real Freedom ». Donc, en disant les démocrates ne doivent pas se laisser piéger parce que les républicains prétendent qu'ils sont pour la liberté, les démocrates doivent l'être aussi. Bon, je crois que ça doit faire davantage son chemin, mais tout ça explique que les partis politiques sont divisés et c'est très difficile pour le patron d'un parti politique de défendre une idée qui est profondément clivante au sein de sa formation. Il y avait effectivement des questions sur pourquoi est-ce que ce débat n'est pas présent dans le débat politique français. Est-ce que c'est particulier à la France ou bien dans tous les pays ce débat n'est pas vraiment présent? Vous avez parlé d'une expérimentation en Finlande, donc j'imagine qu'il y a eu des débats avec à peu près les mêmes termes. Il y a une caractéristique française par rapport à ça Non, je crois qu'un certain nombre d'obstacles qui se présentent en France, y compris des obstacles qui peuvent être levés avec un peu de pédagogie, que ces obstacles sont aussi présents ailleurs à des degrés divers. Donc l'idée de dire, c'est absurde de dépenser cette somme énorme dans une grande mesure pour le donner à des personnes qui n'en ont pas besoin. Évidemment, c'est une illusion qu'il faut essayer, qu'avec un peu de pédagogie, on peut parvenir à démonter. Et l'autre objection, qui est de dire il faut une forme de réciprocité, c'est aussi présent, peut-être moins présent dans les pays de tradition catholique que dans les pays de tradition protestante, mais à des degrés divers, c'est présent partout. Et alors, le débat, parfois, c'est des vagues, donc parfois ça vient. À un certain moment, aux Pays-Bas, on croyait qu'on était tout près de l'introduction, et puis ça divisait les partis au pouvoir, et donc on a dit laissons tomber pour l'instant. Si je me souviens bien, il y avait même eu un référendum en Suisse sur ce sujet, et ça avait été proposé à la votation des Suisses qui ont rejeté l'idée, et c'était en 2017, je crois. Mais il faut ajouter qu'ils proposaient un revenu universel à un niveau de 2500 francs suisses par mois et par personne, ce qui correspondait
à 39% du PIB par tête de Suisse. Alors, ce qui est un de mes arguments, c'est que pour arriver à voter une loi sur le revenu universel, il faut se mettre d'accord sur un montant. Et quand on sort un montant, il y a des gens qui trouvent que c'est trop, d'autres qui trouvent que c'est pas assez. Et du coup, le consensus apparent commence à disparaître. Et d'ailleurs, que ce soit Benoît Hamon dans sa campagne présidentielle, il a changé aussi de proposition en pleine campagne. Du coup, il s'est mis tout le monde à dos. McGovern, pareil, dans sa campagne contre Nixon, et donc il a fait campagne sur le revenu universel. Il a gagné un État, même pas le sien, un État. Et donc, du coup, c'est une des réponses à la question, et puis c'est aussi une des réponses à l'interrogation ou à l'interrogation de Sylvie. C'est pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait la loupe sur la suspicion sur les pauvres en termes de est-ce qu'ils sont feignants ou pas? Mais parce que c'est inhérent à ce débat-là. Philippe a écrit un article qui s'appelle Why should we feed the surfers? C'est ça? The surfer should be fed. Et tu as mis un surfeur sur la page. D'accord. De ton livre Real Freedom for All, c'est ça? C'était un surfeur. Et donc, du coup, tu as introduit l'idée que du surfeur, l'idée qu'il fallait défendre le fait qu'on peut nourrir. Enfin, la société a une obligation morale de nourrir les surfeurs, même s'ils ne contribuent pas par l'emploi marchand à la société. Du coup, et cette question, elle se posera toujours si on introduit le débat sur le revenu universel. Il y aura toujours quelqu'un qui dit bah oui, mais le surfeur pas de Malibu, mais de Cap-Breton, quid des surfeurs de Cap-Breton? Est-ce qu'il faut. Et une loi, quand on propose une loi dans le débat public, dans une présidentielle et tout, il faut pouvoir. Alors, j'ai l'habitude de dire aux 20h de TF1, mais même sur CNews, pouvoir la défendre en disant bon, bah voilà, oui, je trouve ça juste de nourrir le surfeur de Cap-Breton. C'est assez compliqué de faire ça dans le débat public. Et donc voilà, c'est pour ça à la fois que pour répondre à cette question, c'est pas forcément une bonne idée pour les partis politiques de mettre en avant, puisque et c'est assez facile par de la démagogie, peut-être en partie par de la démagogie de contrer. Et aussi, la question, et aussi c'est une question qu'on n'a pas envie de voir poser, la question du surfeur en fait. Et puis il y a la question inverse, je dirais, de l'autre côté, c'est de dire, et ça apparaît effectivement dans les questions qui sont posées, est-ce que c'est pas aussi une occasion ou un moyen de démanteler des systèmes de protection sociale, voilà, et d'en baisser le coût? Alors là, si je peux, ouais. Du coup, j'aimerais bien répondre à ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure et en même temps revenir sur une question qui n'a pas été, dont Philippe a parlé, celle de la question du travail. Je voulais quand même mentionner un truc sur les Suisses, c'est que, alors effectivement, le montant était important, mais il faut savoir quand même que les Suisses, l'année d'avant, ils avaient eu un référendum pour savoir s'ils voulaient une semaine de congés payés supplémentaires et ils ont répondu non à plus de 60%. Alors c'est aussi, il n'y a peut-être pas que le montant qui était proposé, il y a peut-être aussi un truc, une culture politique qui est assez différente de la nôtre. Je ne sais pas si en France, le résultat serait les mêmes, ça m'étonnerait. Mais peut-être, simplement, là, tout à l'heure, il y a Guillaume qui répondait que. Alors bon, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'a avancé Guillaume, le fait qu'il faut un outil différent pour faire des choses différentes. Mais moi, il me semble qu'il y a un point qui est crucial sur la question à la fois de l'immigration et de la déconstruction de l'État social, éventuelle, ou de la destruction, du remplacement de l'État social par revenu inconditionnel, c'est la question du montant, qui souvent et cristallise les tensions. Or, il me semble, donc Guillaume argumente avec brio dans son livre, qui est très très intéressant, qui est une très très bonne, le fait qu'on devrait revenir au principe du RMI, avec un autre acronyme, et en augmenter le montant. Or, il me semble que là, c'est quelque chose sur lequel, dont on peut vraiment discuter, puisqu'en fait, clairement, plus le montant du revenu minimum est élevé, plus la pression pour que ce minimum soit conditionnel va être élevée, d'une part, et d'autre part, plus la pression
pour que ce minimum remplace d'autres choses va être élevé. Donc il me semble que si on est cohérent avec, si on veut un RMI à 900 € alors que le SMIC est à 1003 ou 1004, 900 ou 1003, 1004, eh ben, ce RMI va être forcément extrêmement conditionnel, extrêmement fermé. Or, à l'inverse, donc peut-être que si on reste sur l'idée qu'un outil correspond à une chose, peut-être qu'on a plutôt intérêt à défendre un revenu qui soit strictement inconditionnel, du montant le plus élevé possible en restant strictement inconditionnel, et de complémenter ce revenu strictement inconditionnel par une forme de complément qui serait donné aux pauvres qui acceptent de démontrer leur utilité sociale. Par exemple, par une forme d'assurance chômage universelle qui pourrait étendre le régime d'indemnisation aujourd'hui des intermittents du spectacle à toutes les pratiques intermittentes de l'emploi et du travail rémunéré, puisque les pauvres font des petits boulots à droite à gauche. Et ça nous ramène directement à la question de la définition du travail qui était posée. Alors voilà, donc là on a la question, ces surfeurs donc du Cap Ferret, ou pardon, c'est pas le Cap Ferret, peut-être de Cap Breton, excusez-moi, voilà, un peu moins chic. Donc ces surfeurs du Cap Breton. Alors il y a une autre question qui est centrale, c'est que, et c'est quelque chose dont vous savez, pendant le confinement, c'était si loin, le monde d'après. Qu'est-ce que nous avait montré le Covid? C'est une chose en sociologie que tous les sociologues nous répètent depuis des années et des années, qui est comme une évidence. Les choses qui sont les plus utiles au fonctionnement de la société, c'est la question qu'est-ce que c'est que le travail? On sait que les choses qui sont absolument les plus utiles au fonctionnement de la société sont soit faites à titre gratuit, soit extrêmement mal payées. Voilà. Et on dit que les boulots mal payés sont des boulots peu qualifiés. Essayez de garder des enfants. Voilà. Vous allez bien voir que ça, c'est un truc, ça demande des qualifications intenses, c'est hyper mal payé. Et à l'inverse, on a de plus en plus, on a plein de gens qui sont super bien payés. Et Philippe justifiait le revenu inconditionnel en disant que les bons emplois étaient des rentes, généraient des rentes. On a des gens qui sont super bien payés qui nous disent que leur boulot ne servent à rien, voire sont nocifs. C'était un truc avec David Graeber, voilà, les bullshit jobs. Il nous dit, moi j'ai plein d'amis en col blanc, ils ont des super boulots, mais ils les gardent vraiment parce qu'ils ont des emprunts à rembourser, parce qu'ils se font chier, et en plus, excusez-moi, j'aurais pas dû... ils s'emmerdent, et en plus, ils ne s'améliorent pas beaucoup. C'est pas beaucoup mieux. Et en plus, ils n'ont pas l'impression de contribuer à la société. Donc là, il y a quelque chose. Alors effectivement, sans doute, le problème, c'est que les personnes... Il y a une question de répartition du pouvoir politique. Les personnes, encore une fois, qui contribuent le plus et qui sont pauvres ont moins de pouvoir politique que les personnes qui ont peut-être une contribution moins vitale au fonctionnement de la société et bénéficient le plus de l'organisation actuelle. Mais là, peut-être qu'on peut finir là. L'idéal du revenu inconditionnel, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est quelque chose, c'est l'idéal de l'abolition ou l'éradication de la misère. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué à faire passer. Il me manque la citation de Victor Hugo, voilà, vous voulez la misère soulagée, nous la voulons abolie. Mais l'enjeu est quand même là. Peut-être que de la même manière que l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose qu'on a dû faire passer alors que la majorité de la population n'y était pas favorable. Et de la même manière, il y a un moment où peut-être le choix qui est devant nous, à l'heure où des périls autocratiques montent de toutes parts, il faudra bien faire le choix à un moment de savoir si on peut faire en sorte que nos sociétés se mettent leur fonctionnement en adéquation avec leurs valeurs et si on peut décider d'abolir la pauvreté et la précarité matérielle, en tout cas la misère et la précarité matérielle. Oui. La question demeure sur le moyen. Voilà. Les moyens. Sur les moyens. Mais déjà, il n'est pas dit qu'aujourd'hui ce principe soit acquis. Peut-être que là, déjà, si on peut en discuter, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Malheureusement, elles ne sont pas là pour débattre avec nous. Elles ont gagné quelques élections. Mais voilà, il me semble que quand je vois les questions qui sont posées par le public, puisque c'est sur ces tablettes, et quand j'entends vos réponses, je reste quand même dans l'idée que c'est quasi impossible de porter ça dans le débat public, politique, de façon sereine et voilà. Alors qu'il y a eu des expérimentations, même en France. Alors après, il y a des discussions sur la nature de ces expérimentations. Est-ce que c'est vraiment le revenu universel, etc. ou pas? En Gironde, par exemple, je crois qu'il y a eu dans différents départements en Gironde, oui, en Gironde. Une expérience qui a été menée. Il y a la première expérience historique il y a très longtemps, c'était en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, au XVIIIe siècle. Enfin, il y a une foule de choses qui ont été faites. Aux États-Unis, il y a eu des expérimentations à l'époque de Friedman, et même il avait été question, quand Reagan est arrivé au pouvoir, de généraliser ce système-là, sous la forme de l'impôt négatif, donc c'était la version libérale de l'idée. Enfin, il y a plein de choses, mais qui sont totalement inconnues du public. Et là, cette histoire de Californie, par exemple, a été
n'a pas été commentée, reprise, y compris dans un grand journal du soir que je connais. Et voilà. Et donc c'est assez étonnant. Moi, même quand on parle de ce sujet-là en comité de rédaction, il y a un grand blanc, quoi. Voilà. Le dernier papier qu'on a fait, c'est le papier que j'avais fait en 2016. En 2016, sur l'histoire de cette idée, d'où elle vient, etc., etc. Depuis, rien. Voilà, donc c'est assez étonnant. C'est que pourquoi est-ce que ça prend pas? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? C'est curieux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une... Peut-être un élément de réponse, mais là, on en discutait avec Guillaume avant, c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est assez peu connu, mais qui pourtant, c'est que un très grand nombre, j'allais dire la quasi-totalité, mais je ne suis pas aussi savant, un très grand nombre des politiques de revenu minimum, y compris le RMI français, mais on peut penser aussi au Bolsa Familia brésilien et plus récemment au Reddita de Cittadinanza italien, même s'il a été aboli, sont des politiques qui ont été mises en place parce qu'il y a eu un mouvement qui a milité pour un revenu strictement inconditionnel, qui a échoué à obtenir un revenu strictement inconditionnel, mais qui a obtenu un minimum social. Oui. En fait, c'est toujours la question de la conditionnalité et de la réciprocité. Oui. Oui. Donc, je voudrais ajouter deux choses au débat. La première, c'est qu'effectivement, ce qui est politiquement faisable ne pourra jamais être un grand saut comme proposé par les Suisses, un très haut niveau de revenu, un très haut niveau de revenu inconditionnel qui pourrait être un substitut à l'assurance sociale, même à l'assistance sociale, même pour les personnes vivant seules à Zurich, etc. Faire un grand saut de ce type-là, c'est exclu, ce ne serait pas responsable. Et donc le type de réforme auquel il importe de songer, un peu dans la ligne de ce que Télémac mentionnait à l'instant, c'était de dire, bon, on introduit un socle qui soit vraiment inconditionnel, mais qui est insuffisant pour pouvoir en vivre si on n'a que ça et qu'on est isolé. Et puis, à ça, il y a des suppléments qui restent conditionnels. Alors, et ces suppléments répondront à des objectifs particuliers et donc ils répondront, introduiront une certaine complexité et devront bien sûr être limités par des conditions qui devront être satisfaites par leurs bénéficiaires. Mais ces autres dispositifs pourront fonctionner d'une manière plus efficace en raison de la présence de ce socle. Il y aura moins de personnes qui seront dépendantes de l'assistance et une assurance chômage strictement individuelle, à ce moment-là, pourra se baser sur ce socle et ne pas devoir tenir compte de la composition de la famille, etc. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a une forme de revenu universel à un niveau certes modeste, qui fait l'objet de propositions politiques et parfois de réalisations politiques dans certains endroits du monde. Elle était par exemple portée par un candidat à la présidence de la République de Corée, de la Corée du Sud, qui, au contraire d'Hamon et de McGovern, a failli être élu, parce qu'il s'en est fallu de quelques dizaines de milliers de voix lors des dernières élections présidentielles en Corée. Et cette forme de revenu inconditionnel, c'est le dividende carbone. Donc, l'idée consiste à dire, écoutez, il va falloir qu'on paye le vrai coût de nos consommations, en particulier en matière d'émissions, enfin de ce qui est induit comme émission de CO2. Il faudra graduellement augmenter une taxe sur le CO2, mais parallèlement, on va compenser cela, en fait surcompenser pour les faibles consommateurs qui en moyenne ont des faibles revenus et sous-compenser pour les revenus importants et émetteurs directement ou indirectement beaucoup plus importants, en donnant à tout le monde une allocation véritablement inconditionnelle. Il y avait un article signé par un millier d'économistes américains, dont plusieurs prix Nobel d'économie, dont Amartya Sen, Edmund Phelps, etc., il y a 3 ans, je crois, dans le Wall Street Journal, défendant cette idée. Comme je viens de dire, c'est défendu en Corée, c'est mis en place dans une certaine mesure dans certaines provinces canadiennes. Et donc ça, c'est un type de proposition où on ne se demande pas immédiatement, notamment en raison de son niveau, mais est-ce que ça ne va pas permettre à des surfeurs, des paresseux, de vivre sans travailler ?
Guillaume, une dernière intervention. Finalement, on s'est mis d'accord parce que finalement, un revenu de base partiel complété par un revenu d'assistance qui serait conditionnel, ça nous met d'accord. Mais on voit bien, et ça répond à mon objection de dire qu'il y a un arbitrage entre finalement la générosité du revenu et l'inconditionnalité. Et donc du coup, cet arbitrage et l'individualité aussi. Et du coup, cet arbitrage, il peut être, on peut en faire un compromis disons, en coupant en deux et puis en disant bon bah voilà une part inconditionnelle et une part conditionnelle. Et donc du coup, quand même pour répondre à un argument de Céléma que je trouve pas très bon, par rapport à la peine de mort, ça n'a strictement rien à voir. La peine de mort, c'est dichotomique, soit c'est dans la loi, soit ça ne l'est pas. Enfin, on peut pas le mettre en place de façon partielle ou la faire monter ou faire monter. Donc c'est dichotomique. Donc c'est très différent des droits économiques. Et on peut aussi répondre, deuxième raison pour laquelle c'est différent de la peine de mort, c'est qu'il existe des substituts proches. Les assurances chômage, le RMI, tout ça, c'est des proches substituts. Il n'y a pas de substitut à la suppression de la peine de mort, à part ne pas l'appliquer. Mais du coup, c'est dichotomique. Donc il faut faire une différence entre ce qui est dans la loi, le code pénal, et je pense les prestations sociales et économiques qui sont quantitatives et le code pénal qui est plutôt qualitatif, où les différences sont qualitatives. Merci, on va devoir en rester là pour l'horaire, mais j'espère que ça va vous donner envie d'aller consulter, regarder, surfer, pas à Malibu, mais sur Internet, pour savoir de quoi il s'agit et faire votre siège à partir de ce que vous pourrez lire.